La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Odi Atu, vous êtes avec nous sur la 96.3 Victoire FM de lundi à vendredi de 7h à 8h. Comme annoncé, notre invité pour la partie débat ce matin, c'est le professeur David Dessay. Il est le premier porte-parole du Front citoyen Togo debout. Professeur, une fois encore, bonjour. Oui, bonjour. Et on va aller directement au Mali. Vous avez suivi l'actualité. Depuis hier, le colonel Assimi Goïta a été officiellement investi président de la transition, l'auteur du coup d'État à l'espace de 9 mois. Comment ça, qu'est-ce que ça vous dit, professeur Dessay, ce qui se passe au Mali? Je crois que cela fait suite à une situation des plus déplorables. C'était lorsque M. Ibeka, manifestement, ne répondait plus aux préoccupations du peuple malien et qu'à un moment donné, l'armée était descendue dans les rues pour déposer ce pouvoir. Et je pense que beaucoup d'analystes politiques, beaucoup de panafricains avaient quand même salué ce courage de l'armée malienne, mais en tirant quand même sur la sonnette d'alarme. Il ne s'agissait pas de plébisciter un nouveau pouvoir militaire, surtout qu'en Afrique, on connaissait un peu l'histoire des régimes militaires avec toutes les dictatures militaires que nous avons eu à subir. Donc c'était une bonne chose que l'armée puisse mettre fin à ce mauvais pouvoir de Ibeka, mais... un coup d'État salutaire. C'était un coup d'État salutaire, mais en même temps, on voulait que très rapidement, on retourne au Mali à l'ordre constitutionnel. Donc, M. Assimi Goïta avait, à un moment donné, semblé laisser les pouvoirs, ou les rênes du pouvoir, à quelqu'un. Voilà, tout à fait. Mais là, on a le sentiment qu'il a envie lui-même de gérer, de reprendre les choses en main et de gérer la transition. Et bon, on va voir ce qui va se passer. Il était à Lomé ici, même là on a tenu des rencontres à Lomé pour l'aboutissement heureux de cette transition-là. Il est revenu encore. Aujourd'hui, il est devenu actuel homme fort du pouvoir, il est investi président de la transition. Est-ce que vous le voyez respecter la feuille de la transition, comme il a dit qu'il va organiser des élections transparentes? Est-ce que vous le voyez encore remettre le pouvoir à un civil? J'espère pour le Mali, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il n'est plus question en Afrique d'aller vers ces régimes militaires, ces dictatures militaires, qui en fin de compte n'apportent pas grand-chose à la nation. Vous savez, tout le monde n'est pas John Jerry Rawlings. Les Ghanéens ont eu la chance d'avoir Rawlings. On le compare même à Thomas Sankara du Burkina Faso. On verra bien ce que ça va donner. Mais notre espoir vraiment est que, effectivement, ils mettent en avant. Parfois, c'est une question de personnalité, de vision pour la nation. Il faut faire un choix entre les intérêts personnels, les intérêts de cette oligarchie qui vous entoure et les intérêts de la nation. Si Assimi Goïta fait le choix de servir le Mali, je pense qu'il fera en sorte que l'ordre constitutionnel soit rétabli et que le Mali enfin retrouve le chemin de la marche en avant. Ce qui est un peu bizarre, professeur David Dessay, c'est qu'il est applaudi au Mali, mais sur le plan international, il est isolé, suspendu des instances de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la francophonie. Mais sur qui il comptait concrètement? Malgré tout, c'est comme si rien n'est devant. Il exécute son projet. Est-ce qu'il va rester seulement au Mali, ne pas être membre de ces instances-là? Pour certains, même la France a retiré quand même les militaires, près de 5 000 de l'opération Barkhane. C'est des actions quand même qui doivent le pousser à remettre rapidement le pouvoir aux civils, mais il persiste sur quoi il compte concrètement. Alors, ce qui est intéressant dans son action, c'est qu'on voit quand même une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'il a d'abord pris le pouvoir à un moment donné où le peuple malien était en train de dénoncer les agissements du pouvoir de Ibeka, et donc il s'est présenté un peu comme le libérateur du peuple malien. Et si on suit cette logique de libérateur, aujourd'hui, il annonce une vraie coalition avec le mouvement qui était justement... voilà, le M5 qui était à la tête de ce mouvement. Le Premier ministre... tout à fait, le nouveau Premier ministre est issu du M5. Et donc on a le sentiment que M. Assimi Goïta a un fil conducteur et qu'il poursuit un peu sur sa lancée pour amener le peuple malien à se réconcilier avec lui-même et amener le peuple malien à être davantage solidaire pour
l'atteinte d'un objectif commun. Alors, si on prend la communauté internationale, je pense qu'elle est beaucoup plus difficile à comprendre parce que juste avant le second coup d'État au Mali, il y a eu ce coup d'État au Tchad où la communauté internationale a donné... Est-ce que c'est la même situation? Écoutez, ce qui se passe au Tchad et au Mali, est-ce que c'est la même situation? Écoutez, ce sont des coups d'État et d'un côté, la communauté internationale essaie d'expliquer que c'est un bon coup d'État, alors que de l'autre côté, on essaie de nous expliquer que c'est un mauvais coup d'État. Enfin, je pense que quand vous prenez tous les éléments explicatifs, vous ne vous y retrouvez pas. On a l'impression que c'est cette communauté internationale elle-même qui se mélange les pédales. Et donc, bon, vous avez posé la question de savoir sur quoi il peut compter si aujourd'hui cette communauté internationale semble lui tourner le dos. Bon, c'est vrai, ce sont des institutions importantes, ce sont des pays importants qui semblent lui tourner le dos, mais nous avons le sentiment qu'en Afrique, il y a d'autres acteurs qui interviennent de plus en plus. Je vais peut-être citer la Russie, citer la Chine, etc., etc. Et si une partie de la communauté internationale lui tourne le dos, ne soyons pas surpris que dans les prochaines semaines, il soit soutenu peut-être par une autre partie. Voilà, je ne vais pas citer quel pays, mais certainement par une autre puissance. Parce qu'on entend aussi l'influence russe aussi. Tout à fait. La Russie semble devenir un interlocuteur privilégié en Afrique, dans certains pays en tout cas. Et nous sommes assez curieux de voir tout ce que tout cela va donner. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le pouvoir soit remis en un civil. C'est vrai qu'on a nommé le Premier ministre Choguel Maïga du M5. Il va constituer bientôt un gouvernement de large consensus avec les civils. Mais c'est les élections. Il a promis des élections transparentes à Assimi Goïta. Mais on attend de voir ce qui on espère vraiment que c'est ce qui va arriver pour le peuple malien. Retour au Togo, professeur David Doucet, vous êtes médecin de formation, chirurgien, pour être plus précis. Samedi, l'ambiance a été lourde à la maison de la santé à Lomé, où vous avez rendu hommage à un collègue qui est décédé, Bruno Nyandé, du coronavirus. Vous le connaissez bien, le regretté Bruno Nyandé. Oui, tout à fait. C'était vraiment une cérémonie émouvante et nous y avons participé parce que M. Nyandé méritait justement cette cérémonie en sa mémoire. Vous savez, généralement, quand les gens décèdent, ce sont tous les bons qualificatifs qu'on leur attribue. Mais là, c'était vraiment très sincère et tous ceux qui sont passés, qui ont pris la parole, ont eu à dire la même chose. Un monsieur particulièrement accueillant, particulièrement souriant, très poli, très gentil, qui s'occupe très très bien de ses malades. Et je l'ai dit lors de la cérémonie, personnellement, je n'ai pas eu à échanger avec lui une fois plus de 5 minutes. Ce sont de petits échanges dans les couloirs, de petites salutations. Mais je vous assure que quand vous le rencontrez, c'est ce monsieur qui... Il est au CHU Sylvanus Olympio. Il était au CHU, tout à fait, au CHU Sylvanus Olympio. C'est celui qui vous laisse toujours avec cette impression de paix intérieure. Et quand j'ai appris son décès, quand on m'a annoncé qu'un technicien supérieur d'anesthésie et réanimation était décédé, j'avoue que quand j'ai entendu le nom, j'ai d'abord espérer que ce n'était pas lui, que c'était peut-être quelqu'un d'autre qui s'appelait ainsi. Que s'est-il réellement passé, David Doucet, avant qu'il ne rende l'âme? Alors, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y avait une dame qui était porteuse d'une grossesse et qui était presque à terme et qui était également atteinte du coronavirus et qu'il fallait donc délivrer rapidement de la grossesse parce que son état s'était aggravé. Et donc, il fallait lui faire une césarienne. Et au cours de la césarienne, il y a eu des complications qui ont nécessité des gestes de réanimation. Et ce sont des gestes qui vous amènent à être pratiquement la tête, désolé, je m'excuse de m'exprimer ainsi, la tête pratiquement dans la bouche du malade. Parce que vous mettez un instrument dans la bouche du malade, vous ouvrez la bouche du malade, vous regardez à l'intérieur de la bouche, vous cherchez l'orifice par lequel vous mettez des tuyaux. Et donc ça vous amène pratiquement à être à 5 cm de la bouche du malade. Et vous imaginez que si vous n'avez pas une protection adéquate, tous les éléments nuisibles qui sont dans la cavité du malade, surtout les virus, surtout ce coronavirus qui est particulièrement contagieux, très rapidement, il peut vous atteindre. Donc ça relance encore les questions des matériels de protection. Absolument, pour vous, les personnels soignants, ça fait des cette décennies, période de crise sanitaire. Ça fait des décennies qu'on en parle et moi je ne changerai pas de discours, Mm-hmm. J'ai toujours dit que le coronavirus, c'est en fait
Juste une petite sonnette d'alarme. Regardez ce qui se passe. On avait dit qu'en Afrique, on allait tous mourir. Dieu n'a pas voulu, parce que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Je vous assure, les hommes n'ont rien fait. En tout cas, ceux qui nous dirigent n'ont rien fait pour nous préserver. Pour le moment, c'est Dieu qui n'a pas voulu que le virus nous atteigne. Au Togo, des efforts sont faits dans le domaine. On en reparlera. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est que si nous n'avons pas été atteints de plein fouet, c'est pour ceux qui croient en Dieu, certainement la providence, c'est le bon Dieu. Et cela ne veut pas dire que ce sera toujours ainsi. Nous devons à présent nous réveiller et faire en sorte que la santé devienne, au-delà de tous ces slogans politiques, que la santé devienne une vraie priorité au Togo. Vous savez, quand vous le dites, on dit vous êtes opposant, et puis quand ça vous tombe dessus, vous vous rendez compte que finalement, ceux qui disent ça, ce ne sont pas des gens qui le disent tout simplement. C'est parce que c'est des gens qui sont dans le milieu. On vous a dit que vous êtes équipés. Hein. Alors, au début, vous avez crié que vous avez besoin de matériel de protection, mais c'est fait. On vous a dit que vous êtes équipés. Aujourd'hui, si vous sortez pour dire que vous manquez encore de matériel de protection, c'est très bien, difficile à comprendre. Alors, vous avez raison, allons-y. Alors, nous avons un centre de référence nationale qui est le CHU Sylvanus Olympio. Oui. D'accord. Alors, cette dame, elle était au CHR Lemay Commune, c'est le centre dans lequel sont transférés et soignés les patients déclarés positifs au Covid-19. Mais dans ce centre, on ne peut pas opérer les patients. Oui. Donc, ça veut dire que un gouvernement qui se respecte, un ministère de la Santé qui prévoit les choses, se dit il y aura certainement des patients Covid-19 positifs à opérer. Qu'est-ce que je mets en place si jamais ça survient? Cette question, c'est bizarre. Cette question, nous l'avions déjà soulevée au début de la pandémie en disant mais le CHR c'est bien, mais lorsqu'on aura opéré des patients en urgence, des patients, des femmes césarisées qui seront positifs au Covid-19, qu'est-ce qu'on fait? Puisque le CHR ne prévoit pas ce genre de mécanisme. Oui. Et voilà ce qui s'est passé justement. Cette dame, il fallait lui faire une césarienne en urgence. En urgence, donc, on la ramène au CHU, où rien n'était prévu. Ce n'est pas la faute du personnel soignant. Ce n'est peut-être même pas la faute du directoire. Mais au plan national, qu'est-ce qu'on a prévu pour ce genre de situations qui vont certainement se poser? Il ne s'agit pas d'être prophète. C'est sûr que ça va se poser. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir cela? Alors, donc, M. Nyandé s'est retrouvé dans cette situation. Il faut sauver une vie. Et il faut sauver une vie. Double vie même. Alors, vous pouvez dire, écoutez, nous n'avons pas le matériel adéquat parce que, excusez-moi, le simple masque chirurgical dans ces situations, je vous ai décrit comment est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge ce genre de patient. Vous avez pratiquement la tête dans les voies aériennes des patients et c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut plus qu'un simple masque chirurgical. Qu'est-ce qu'on a mis en place, justement, pour que il y ait le maximum de protection. Peut-être que la protection efficace en 100% n'existe pas, mais il faut donner le maximum de chance au personnel soignant, le maximum d'assurance également au personnel soignant pour que ce personnel se dise « Je suis là pour sauver des vies, l'État, le gouvernement, appelez ça comme vous voulez, a fait des efforts et m'a donné la protection adéquate, j'y vais. » Et là donc M. Nyandé s'est retrouvé totalement démuni. En fait, c'était presque un acte, excusez-moi, suicidaire. Il a pris un énorme risque en allant sauver en voulant sauver cette dame. Et aujourd'hui, c'est lui qui part et qui laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. C'est donc triste. C'est triste. Mais nous espérons tout simplement qu'il y ait, je l'ai dit, vous l'avez repris dans votre élément, je l'ai entendu, qu'il y ait une vraie reconnaissance de la part de l'État togolais. Parce comme vous l'avez dit, il faudrait qu'ailleurs, l'État reconnaisse quand même la bravoure. Tout à fait. Tout à fait. Vous demandez que l'État togolais aussi en face de Absolument, je pense que M. Nyandé et sa famille méritent une certaine reconnaissance de la part du ministère de la Santé, de la part de l'État togolais, mais que cela également serve tout simplement à préparer l'avenir. Je disais donc que si nous sortons de cette période de coronavirus et que notre système de santé ne change pas, nous aurons tout perdu. Il ne s'agit pas de dire qu'on a vacciné 60% de Togolais. C'est bien, oui, bravo, on applaudit. Mais au-delà de ça... Il faut améliorer le plateau technique. Absolument. Est-ce que cela nous a servi de leçon? Est-ce que cela a suffisamment éveillé les consciences pour qu'on se dise que désormais, le système de santé doit fonctionner autrement? On a les infrastructures nécessaires, on a les équipements nécessaires, les blocs sont aux normes, les réanimations sont aux normes, etc. etc. Aujourd'hui, vous allez au CHU Togo, vous prenez le service de réanimation polyvalente. Quand je discute avec mes collègues, mais ils sont effondrés parce que ils me disent clairement, vous savez, les patients que nous recevons ici en réanimation,
Ceux qui s'en sortent, c'est parce que tout simplement ils devaient s'en sortir. La Providence a agi. Nous n'avons pas d'équipement, nous n'avons pas de respirateurs. Mais un service de réanimation. Mais vous avez quand même un ministre de la Santé qui est un médecin qui est de votre profession. Vous n'arrivez pas quand même à le dire, lui-même il maîtrise la réalité du secteur. Alors moi, ce qui me désole, c'est que depuis plusieurs années, tout ce qu'on nous a servi comme concept permettant de régler le problème de la santé, c'est le concept de la contractualisation. Oui. Mais en dehors de ce concept de contractualisation, je n'ai personnellement, en tout cas sur le terrain, moi qui suis acteur sur le terrain, je n'ai rien vu de probant, je n'ai rien vu d'intéressant, je n'ai rien vu Aucun résultat concret de ce concept. En tout cas, moi qui suis acteur sur le terrain, j'ai l'impression plutôt que le système de santé se dégrade. Je suis chirurgien, comme vous l'avez rappelé, et quand je vois l'état du bloc opératoire aujourd'hui, ou quand vous recevez des patients à opérer, des cas de traumatologie, vous allez louer un bloc, c'est la réalité. Vous recevez des patients, vous devez les opérer, vous n'avez pas de table orthopédique, vous n'avez pas d'amplificateur de brillance. C'est le b.a.-ba aujourd'hui pour faire de la chirurgie en orthopédie et en traumatologie. Ces éléments n'existent pas au CHU Tokoin, ils existaient, ils sont tombés en panne. Donc qu'est-ce que mes collègues font pour les patients qui ont les moyens? On les garde, on les prépare, on fait le bilan. Une fois que c'est prêt, on loue une clinique. Le patient, bien sûr, c'est le patient qui paye. Le patient loue un bloc opératoire dans le privé. On l'opère dans le bloc opératoire de la clinique privée qui dispose d'un amplificateur de brillance et d'une table orthopédique. Un jour, 2 jours après l'intervention, quand tout va bien, on le ramène au CHU Tokoin. Mais c'est inadmissible. Voilà la réalité. Donc, quand vous me dites que sur le terrain, les choses ont changé, moi, je vous parle des faits. Maintenant, si vous estimez que c'est l'évolution positive qu'il faut pour le Togo, tant mieux pour vous. Mais moi, j'estime que nous sommes vraiment en train de reculer. Le système de santé, je me répète encore, je suis enseignant et la pédagogie, consiste à répéter les choses. Je vous assure que si nous en finissons avec cette histoire de coronavirus, 2020, 2021, 2022 peut-être, et que notre système de santé n'a pas changé, même si vous avez vacciné 100% des Togolais, vous avez échoué. Ah bon. Vous avez échoué parce que vous n'avez pas compris que cette sonnette d'alarme, c'était pas pour que vous vacciniez 60% des Togolais. C'est pour revoir quand même nos structures. Absolument. De santé. Au niveau du SYNFOT, dont vous êtes président d'honneur, devant cette situation, que faites-vous? Le SYNFOT, je crois, est dans sa droite ligne, dans sa logique et dans sa stratégie. D'abord, il fallait faire en sorte de protéger au mieux ses membres, protéger au mieux le personnel de santé. Et vous vous souvenez qu'au début de la pandémie, alors que l'État togolais s'était totalement fourvoyé en mettant en place des structures totalement ridicules et rudimentaires au CHU Campus, le SYNFOT a très vite pris les choses en main. Je remercie le docteur Tcholenyanou, qui est monté au créneau, qui a permis justement d'engranger suffisamment de matériel de protection, qui n'ont peut-être pas suffi pour les plus de 10 000 agents que nous sommes, mais ça a permis en tout cas, dans certains centres, d'apporter un soutien au personnel de santé. Le SYNFOT a mis en place un comité qui réfléchissait en back-office et apportait ces éléments de réflexion à certains membres influents du comité scientifique mis en place par la présidence de la République. Voilà. Mais au-delà de ça, le SYNFOT a toujours dit il faut améliorer les conditions de travail. Ce langage, le SYNFOT n'a jamais cessé de le marteler. Maintenant, le SYNFOT n'est pas aux affaires, et il revient à ceux qui sont aux affaires de faire en sorte que justement les conditions puissent s'améliorer. S'améliorer pour le bonheur des populations. Absolument. Professeur David Dossé, vous êtes aussi l'une des figures de proue de la société civile togolaise. Vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo de Boué, regroupement de plusieurs associations et mouvements de société civile togolaise. Quelle est l'actualité du Front citoyen Togo de Boué? Actuellement, c'est comme si vous êtes en léthargie. Je crois que nous sommes à l'image un peu du peuple togolais. Alors, je m'explique. Nous avons connu des périodes particulièrement difficiles, particulièrement excitantes en 2017, 2018, un peu en 2019. Et suite à cette période particulièrement mouvementée, on est, comme vous l'avez dit, comme en léthargie. Alors, je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. Prenons un exemple quelconque. Vous prenez 2 grandes équipes qui luttent pour un titre et qui se retrouvent en finale. Le vainqueur est dans l'euphorie et est en mesure de poursuivre sur la lancée. Mais celui qui n'a pas gagné
est comme dans une phase de sidération. Vous lui demandez le lendemain d'enclencher un mouvement, il sera incapable de le faire. Il a besoin de... Donc vous avez été vaincu, vous? Je n'ai pas parlé d'échec Oui. exprès, Oui. mais il est certain que nous n'avons pas atteint l'objectif de l'alternance politique démocratique dans notre pays. Vous reculez aujourd'hui pour mieux sauter. Il est important justement dans cette phase de sidération que nous sommes en train de vivre, c'est évident, à tous les niveaux, au niveau des organisations de la société civile, au niveau des organisations politiques, même au niveau de la population. Cette phase de sidération, il est important de la mettre à profit. De la mettre à profit en termes de réflexion, en termes de réorganisation, en termes de planification stratégique. Oui, effectivement, les organisations de la société civile donnent l'impression, même le Front citoyen Togo Debout, d'être en léthargie. Et je disais donc que c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la population. Je prends juste un exemple. Il y a pratiquement un an, le 15 juillet de l'année dernière, nous avions lancé cette campagne contre l'impunité. Parce que nous avions déjà à l'époque la conviction qu'il fallait absolument que le secteur de la justice focalise l'attention de toute la nation. Nous avions compris que c'était un secteur en danger, un secteur qui avait perdu son indépendance et son autonomie, et un secteur qui était au service du pouvoir exécutif dans des activités qui sont totalement antidémocratiques. Nous avions lancé l'appel en juillet 2015. Nous avons été peu écoutés. Quelques associations nous ont suivis, nous avons mené un certain nombre d'activités, que nous allons reprendre d'ailleurs bientôt, je vous le dis. Ouais. Alors, et même au niveau du peuple togolais, ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Pourquoi? C'est ce que je dis. Ce peuple est encore en phase de sidération. J'espère que ça ne va pas durer longtemps et je sais que ça finira par s'arrêter. Je sais que ça finira par s'arrêter. Mon souhait, c'est que cette phase de sidération ne dure pas longtemps. Vous voyez le cas de celui qu'on appelle Mohamed qui a été tué à Abedji. Il y a eu au plus 48 heures d'émotion au niveau national. Mais très vite, les gens ont oublié sa famille, ses enfants, Yaïra, son petit frère Christophe. Les Togolais ont oublié. Il y a un an que ce monsieur a été tué. C'était en mai. Personne n'en a plus jamais reparlé. On a attendu de voir ce qui allait se passer. Plus personne n'en a plus parlé. Donc cette sidération, elle est réelle, elle existe et c'est dans l'ordre naturel des choses. Quand vous avez été dans une telle phase d'excitation, dans une telle phase d'espoir et que malheureusement ça n'a pas abouti, c'est normal que... Il y a ce genre de pause forcément. On marque nous aussi la pause ici, mais on va revenir très bientôt derrière ceci. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, Dr David Dossé, et avec lui nous parlons de la situation politique au Togo. Et professeur David Dossé, vous disiez tantôt que cette pause que vous observez, c'est ce qui est normal, mais vous ne donnez pas raison à ceux-là qui disent que vous ramez avec l'opposition togolaise, parce que si aujourd'hui l'opposition togolaise aussi est à la pause, vous aussi vous observez la même pause, est-ce que ça ne donne pas quand même de l'eau au moulin à vos détracteurs? Nullement. Vous savez, j'expliquais que c'est dans l'ordre naturel des choses. Et ce que vous appelez pause, que moi j'ai appelé phase de sidération, ça ne concerne pas que l'opposition togolaise, ça concerne surtout l'ensemble du peuple togolais. Je vous ai donné l'exemple justement de cette de ce qui est arrivé à Mohamed à Abedji, qui était un exemple parmi tant d'autres. Et dans d'autres pays, ça aurait suscité de véritables réactions à l'échelle nationale, comme ça s'est vu avec George Floyd aux États-Unis. Voilà, mais on a l'impression qu'au Togo, c'est passé comme une lettre à la poste. Les personnes qui ont procédé à cette tuerie, je crois qu'on a ouï dire qu'on les aurait mises à la disposition de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ces personnes ont été jugées et enfermées comme elles le méritent, ou tout simplement, ça veut dire que ces personnes sont en train de boire la bière dans un bar tranquillement, comme vous et moi le soir après une journée de labeur. Et donc voilà, donc cette sidération, elle est dans l'ordre naturel des choses, elle ne concerne pas que les organisations de la société civile, en tout cas celles qui ont fait le choix d'être des organisations militantes. Elle ne concerne pas, cette pause ne concerne pas simplement les partis politiques, parce que effectivement, ayant subi un certain nombre de phénomènes,
grave et important et qui amène ces partis politiques aujourd'hui, je crois, à marquer un petit recul. Mais ça concerne l'ensemble de la nation togolaise, l'ensemble du peuple togolais. Et mon souhait, c'est que cette phase de sidération ne dure pas longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, je ne suis pas devin, mais je suis convaincu que nous sortirons de cette phase de sidération. Est-ce que le Front citoyen Togo de Bois a une action proche? Absolument. Nous sommes en train, je crois, de planifier un certain nombre de choses et nous espérons que d'ici à... Nous sommes en juin, donc nous avons fini nous avons fini bientôt la première moitié de l'année, et je crois que la deuxième moitié de l'année nous permettra d'être beaucoup plus visibles sur le terrain et dans un certain nombre d'activités. Ok, vous êtes également membre du comité de libération de tous les détenus politiques au Togo. On a vu avec l'arrestation de Madame Tchamabou et de Djossou Gérard, on a vu ce que ce comité a fait, mais après on ne vous sent plus. On a vu dernièrement le président du RPD, Jimo Oré, jeté en prison. Et aussi récemment, M. Paul Missiak-Beto, qui serait depuis Oskrik. Qu'est-ce que vous faites pour ces deux messieurs? Au-delà de ces deux messieurs, comme vous dites, il y a toutes ces dizaines de citoyens qui sont en détention arbitraire. Et là, je parle doucement, je martèle chaque mot pour que ceux qui nous entendent nous écoutent parfaitement. Vous savez, lorsque vous êtes M. Gildas, M. David Dossé, que vous avez des opinions divergentes et que à cause de ces opinions divergentes, on invente un motif fallacieux donc, et qu'à partir de ce motif, on vous enferme, on vous prive de vos libertés. Je crois que c'est extrêmement grave pour l'état de droit, c'est extrêmement grave pour la démocratie, et c'est extrêmement grave pour la nation que nous voulons construire et nous voulons développer, faire prospérer ensemble. Mais c'est la situation actuelle au Togo. Nous avons, vous l'avez dit, M. Jimo Oré, qui a exprimé une opinion publiquement. Nous avons M. Paul Missiak-Beto, qui a également été arrêté. Après plusieurs jours, on a appris que c'est parce que il aurait diffusé de fausses nouvelles. Soit. Supposons que ce soit des faits graves. Puisque nous sommes dans l'expression des faits graves, prenons le cas de ceux qui ont assassiné Mohamed, de ceux qui ont tué Anselme Sinandare d'Outi Sinalengue, de ceux qui ont tué Rachad Agrignan à Bafilo, de ceux qui ont tué Joseph Zoumeke à Bekota. Alors, est-ce que vous estimez qu'il est normal qu'on puisse priver de liberté des gens qui ont exprimé une opinion, des gens qui dans un groupe sur une plateforme WhatsApp ont reçu un message et l'ont tout simplement diffusé, qu'on puisse les priver de liberté pendant 2 ans, voire plus, et que ceux qui ont versé le sang d'enfants innocents continuent de courir les rues de Lomé. Voilà la situation, voilà les faits. Que chacun réfléchisse et se pose la question de savoir, est-ce que c'est ce Togo que nous voulons construire ensemble? Parce que vous êtes en train de parler du cas de M. Jimo Oré, de M. Paul Missiak-Beto. Nous avons rencontré certains avocats, nous avons rencontré leurs avocats qui nous ont expliqué un certain nombre de situations. Et je vous assure que si ces cas étaient survenus dans des pays qui n'étaient pas le Togo, donc des pays démocratiques, ces personnes, même si on les avait arrêtées, les vices de procédure qu'il y a eu, les vices de procédure qui se sont accumulés, auraient conduit le système de justice démocratique, indépendant, à procéder à leur libération. Il aurait tout simplement suffi qu'on soit ailleurs qu'au Togo pour que ces personnes aujourd'hui soient libres de leur mouvement. Mais nous sommes au Togo. Malheureusement, vous avez parlé de la justice tantôt et je vous ai dit que depuis le 15 juillet, lorsque nous avons lancé la campagne contre l'impunité, pour nous, il était important que les Togolais se rendent compte qu'il fallait faire un focus sur notre système de justice parce que nous avions compris que la justice était devenue un pilier du pouvoir. La justice était instrumentalisée. La justice est instrumentalisé au service du pouvoir exécutif. Et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Parce que, aujourd'hui, nous avons compris que il suffit que vous soyez inscrit dans un groupe sur WhatsApp, il suffit qu'il y ait des échanges qui soient faits, il suffit que vous preniez un des messages
sans l'avoir vérifié, que vous l'ayez envoyé à quelqu'un pour qu'on puisse vous arrêter, récupérer votre portable, dire que vous avez diffusé des fausses nouvelles et vous retrouver privé de liberté. Voilà où ce qu'on reproche à Paul Michel Béton. En tout cas, voilà un des éléments graves sur lesquels la justice togolaise s'appuie aujourd'hui pour priver de liberté un citoyen togolais. Et je voudrais que ces juges se regardent dans le miroir, se posent des questions de savoir si c'est ce qu'ils ont appris et si c'est ainsi qu'ils comptent vraiment servir notre nation. Pays. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir dans cette émission sur les deux numéros, le 22 21 80 99, le 92 02 80 63, pour participer à cette émission avec notre invité, professeur David Dossé. Il est le premier porte-parole du Front citoyen Togoum Debout. Le premier intervenant, c'est Pelé. Allô, Pelé? Oui. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Bon, deux préoccupations. Première préoccupation, je vais parler de Synfop. Je pense que le discours que vous êtes en train de faire encore ce matin, c'est ce que vous avez fait en temps, depuis il y a de cela tant d'années. Et aujourd'hui, nous avons combien de membres de Synfop dans le comité scientifique qui travaille dans la Covid? Et que tout le discours que vous êtes en train de faire tout à l'heure, c'est ce que vous avez fait avant. Est-ce que cette chose-là travaille avec le chef de l'État pour vous rendre à l'aise, ou bien pour rendre le peuple togolais à l'aise? Deuxième préoccupation, c'est concernant un peu la politique. Depuis 1998, je vais dire, jusqu'à en 2012. En 2012, on a vu la société civile au front. Et ils ont échoué, je vais dire. Les politiciens ont échoué. Est-ce que les politiciens de la société civile ont échoué là où Monseigneur Kodjo est en train de réussir? S'il faut donner aujourd'hui un conseil à Monseigneur Kodjo, est-ce que vous allez dire de se taire ou bien de continuer le combat? Merci. Merci beaucoup à vous, Pelé. Derrière vous, c'est Richard. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Et professeur, je vous respecte beaucoup et j'aime surtout quand vous roulez votre français comme le petit blanc de France. Mais permettez-moi de vous dire que je suis profondément déçu par vos propos sur le coronavirus ce matin. Parce que, à mon humble avis, ces propos manquent de sincérité. Parce que vous semblez dire que sur le front de la lutte, que le gouvernement ne fait rien, que c'est Dieu qui nous protège. Certes, nous reconnaissons la protection de Dieu, mais reconnaissons quand même qu'il y a des choses qui se font et qui sont reconnues par tout le monde. Et donc les Togolais ne seront pas d'accord avec vous quand vous balayez tout cela du revers de la main, pour dire que rien n'est fait. Là, vraiment, ça manque de sincérité. Lorsque au plan national, même vos collègues comme Dr Tcholenyamou, les acteurs de la société civile et beaucoup d'autres acteurs reconnaissent que l'État est en train de faire beaucoup sur le front de la lutte et que vous multipliez tout ça là par zéro. Sincèrement, ça manque de sincérité. Ok. Et alors, je voudrais... Rapidement, Richard, oui. Voilà. Et donc, votre collègue à qui vous avez rendu hommage, Dr Nyadé, je lui rends hommage également et pour cet acte noble, mais je voudrais demander, est-ce qu'il ne s'est pas fait vacciner? Est-ce qu'il ne s'est pas fait vacciner? Voilà. Ok. Merci beaucoup à vous, Richard. Monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour Gildas. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Bon, vous êtes professeur. Si on vous demande de noter à propos de la crise malienne entre Macron, Goïta et la CEDEAO, quelle sera votre note? Tout d'abord, Goïta est un super crack pour commencer. Même l'enfant de Macron, Ouattara, n'a pas pu résister. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, Gado. Derrière vous, c'est Komi. Allô, Komi? Allô? Oui, Komi, bonjour. Oui, bonjour, cher Gildas. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour. Monsieur Dossé, il se peut que, à la sortie de l'émission, on peut vous aussi vous prendre et vous incarcérer comme bon pour vouloir le pouvoir. Pourquoi? Oui, parce que peut-être une opinion émise ici n'est pas, comment dire, bien écoutée par le pouvoir.
Maintenant, la question est de savoir comment faire ensemble pour mettre fin à cette manière de faire, la garantie de non-répétition. On sort dans la rue, on prend quelqu'un, par rapport à son opinion, on le met de côté d'abord. Seconde préoccupation, rapidement. Oui, au niveau des vaccins, on nous dit que ces débats se passent sur l'échelle internationale, sur l'efficacité du vaccin, et secondo, sur la procédure du vaccin, qui n'est pas fait, mais qui est convoyé ici chez nous, et on l'utilise, je peux dire, à tort et à travers. Quelle opinion vous avez sur l'efficacité et les essais cliniques qui devront se faire, qui ne sont pas faits? Ok. Merci beaucoup à vous, Kwame. C'est avec beaucoup, nous bouclons les réactions téléphoniques. On va commencer rapidement avec Pelé. Selon lui, aujourd'hui, professeur David Dossé, combien de membres du SYNFOT sont dans le comité scientifique? Est-ce qu'ils ne vous font pas des rapports? Bien, qu'est-ce que vous dites à ce comité-là si aujourd'hui vous revenez avec ce même discours que vous avez eu à tenir mois de mars au début de la crise sanitaire? Comme je l'avais dit, le SYNFOT est dans sa suite logique et dans sa stratégie qui consiste à mettre en lumière tous les éléments qui sont des éléments de dysfonctionnement et d'insuffisance au niveau de notre système de santé, qui est un système de santé vraiment rudimentaire, malade, souffrant, etc., etc. Le SYNFOT ne peut jamais être aux affaires. Au-delà de donner des avis, le SYNFOT ne peut prendre aucune décision. Effectivement, au sein de ce comité scientifique, vous avez des médecins, vous avez donc des membres du SYNFOT, peut-être pas les premiers responsables du SYNFOT, mais vous avez des membres du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Et, je l'avais dit aussi, le SYNFOT avait même mis sur pied au début de la crise un petit comité de réflexion, et ce comité faisait des propositions à l'endroit des gens qui sont aujourd'hui dans le comité scientifique. Ce comité faisait également des propositions à l'endroit des directoires des hôpitaux, comment mettre en place un corridor, comment assurer un suivi psychologique des personnes qui sont atteintes, etc., etc. Mais ne demandez pas au SYNFOT de prendre des décisions à la place de... Le deuxième volet de sa question, c'est par rapport à ce civil togolais qui était au front en 2010, mais vous, les partis politiques, vous avez échoué. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Monseigneur Poduro, on vous demande est-ce que vous... est-ce qu'il faut se taire? Quel conseil je donnerais? Quel conseil à l'archevêque émérite de Lomé? Alors, si je puis me permettre, je ne sais pas si j'ai le droit, mais si je puis me permettre, c'est d'être beaucoup plus rassembleur. Je prendrais peut-être juste l'exemple de Diko au Mali, qui avait ce discours qui avait permis justement de rassembler les forces en lutte contre Ibeka, et malheureusement, je crois que c'est cela qui nous manque encore aujourd'hui au Togo. Ok. Pour Richard, il est outragé, déçu de vos propos. Aujourd'hui, si vous semblez ignorer tout ce que le gouvernement fait dans cette lutte contre la COVID-19, vous parlez de Dieu qui nous protège. Sincèrement, lui... il se dit outragé de vos propos. Alors, monsieur Richard, je pense que c'est vous qui avez multiplié par 0. J'aurais pu très bien, dans ma réponse, lister un certain nombre d'actes positifs posés par le pouvoir. Allons-y ensemble. Vous avez le CHR Lomé Commune. Dans les premières heures, dans les premiers jours, ça a été une catastrophe parce que rien n'était prévu pour accueillir les patients. Et je pense que nous avons eu malheureusement à voir tous un certain nombre de vidéos qui ont circulé, qui ont montré l'agonie des premiers malades au CHR Lomé Commune. Mais ensuite, le pouvoir togolais s'est repris. Monsieur Richard, je reconnais qu'on a mis en place des équipements, qu'on a remis à neuf ce centre, etc., etc. Si vous voulez, on peut se limiter aux éléments positifs. Mais là, nous oublierons que dans ce centre, si vous avez un patient Covid positif qu'on doit opérer, vous ne pourrez pas le faire. Et vous allez l'envoyer dans un centre comme le CHU Sylvanus Olympio qui n'est pas préparé, qui n'est pas approprié, avec tous les risques comme ceux que M. Nyandé a subis. Monsieur Richard, nous pouvons saluer ce qui a été fait aux frontières pour empêcher ces entrées graves, dangereuses de personnes étrangères atteintes du corona. C'est également un acte
important, courageux, qui a été posé par le pouvoir togolais, qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés au plan économique, mais nous comprenons que la santé étant une priorité, il fallait absolument le faire, et c'est ce qui a été fait. Mais, Monsieur Richard, je vous dis que même si nous avons pu obtenir des vaccins, même si nous vaccinons 100% des Togolais, ce qui est une bonne chose, si l'État togolais ne le fait pas, je serai le premier à dénoncer. L'État togolais est en train de le faire, bravo, mais il y a des éléments plus importants qui méritent qu'on mette l'accent dessus. Pour M. Gadou, en tant que professeur, vous prenez la CEDEAO, Assimi Goïta, Macron comme vos étudiants, il faut leur donner des notes, combien? Je crois que M. Macron, il a été totalement dans la contradiction, donc il n'a pas bien compris la leçon. Il l'aura en dessous de la moyenne. Assimi Goïta, on verra bien. Ok, pour comme il a garanti de notre pétition, mais pour ça, deuxième question, la vaccination, les effets secondaires, les effets cliniques de ce vaccin. Aujourd'hui, quel est votre avis sur le vaccin AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, comme nous disons aujourd'hui? Je crois que ce sont surtout les études qui ont été faites ailleurs, puisque nous n'avons pas eu à faire des études sur ces vaccins. Mais ailleurs, nous savons quels sont les risques liés à ces produits. Et il faut pouvoir balancer entre le risque et le bénéfice attendu. Professeur David Dossé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous allez dire à la population? Alors, de garder espoir. Vous savez, nous avons failli. Nous étions presque arrivés au bout de nos attentes, de nos luttes. Nous avons raté le coche, mais il faut garder espoir et se préparer à se remettre en mouvement. Merci beaucoup, professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, d'être passé dans cette émission. Merci à Ité Mensam pour la coordination technique. Transportez-vous bien sur la chaîne de l'excellence. Bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.